Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de rester fidèle à A12 Télévision. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. À présent, passons au titre. Affrontement entre les forces de l'ordre et les Gilets jaunes, la situation reste tendue à La Réunion depuis l'installation des premiers barrages routiers mis en place par les Gilets jaunes. 30 membres des forces de l'ordre ont été blessés, dont un grièvement. Et puis l'épidémie à virus Ebola refait surface en République démocratique du Congo et vient troubler le début d'une campagne électorale après 2 ans de report, d'attente et de tension. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Emmanuel Macron a lancé mercredi soir une offensive de séduction en direction de quelques 2000 maires, méfiants invités à l'Élysée, avec qui il s'est livré à un jeu de questions-réponses parfois très franc, très critiqué pour avoir décidé de ne pas se rendre au congrès de l'Association des maires de France, comme il s'y était engagé. Le chef de l'État a défendu son bilan depuis le début du quinquennat. Il a annoncé une réponse intraitable aux violences qui ont éclaté sur l'île de la Région en marge du mouvement des Gilets jaunes contre la hausse du prix des carburants. On écoute. Cette année, j'ai souhaité, pour tenir l'engagement pris qui était de rendre compte et de pouvoir échanger, non pas venir à la salle habituelle, ce que je ferai l'année prochaine, nous en avons parlé avec le président Barouin pour l'ouverture du congrès, mais vous recevoir dans ce lieu, parce que je considère que ce lieu de la République, il est le vôtre, et nous l'avons en partage. Je ne suis pas heureux quand je lis les sondages qu'on nous donne et les retours d'inquiétude qu'il peut y avoir sur les doutes que certains maires peuvent avoir, la volonté de ne pas forcément se réengager, mais c'est le symptôme d'une pression collective, d'un mal-être qu'il y a, de quelque chose qui bouscule tous les décideurs publics. Et quand je dis tous les décideurs publics, il y a beaucoup d'initiatives à prendre très concrètes que nous avons commencées sur les filières économiques, dans la logique de quartier, pour porter l'ambition de la Réunion. Il y a ensuite ce que nous allons faire en ordre public, et je le dis ici, j'ai demandé au gouvernement d'être intraitable, parce qu'on ne peut pas accepter les scènes qui ont été vues à La Réunion, comme dans d'autres endroits. Je le disais à l'instant, 30 membres des forces de l'ordre, 16 policiers et 14 gendarmes ont été blessés à La Réunion en intervenant contre les violences urbaines qui frappent l'île paralysée par le mouvement des Gilets jaunes. Ces manifestants, excédés par la hausse des taxes des carburants, ciblaient toujours des autoroutes et des dépôts pétroliers en France que les forces de l'ordre s'emploient à débloquer. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, nous donne quelques détails sur cet incident. 30 blessés parmi les forces de l'ordre, 16 policiers et 14 gendarmes. C'est à peu près une cinquantaine de barrages, 1 millier de manifestants, 120 gendarmes et 107 policiers déployés et un escadron Serval qui décolle ce soir de Paris. Un escadron Serval, ce sont l'équivalent de 80 gendarmes pour à nouveau accroître encore les sujets de sécurisation. Après la France, c'est une tension inhabituelle qui règne en Haïti où la présidence semble être aux abonnés absents après de grandes manifestations émaillées de violences et aiguillées par une jeunesse qui dénonce la corruption du pouvoir et réclame la démission immédiate du chef de l'État, Jovenel Moïse. 3 personnes ont été tuées par balle dimanche au cours de ces mobilisations selon la police nationale d'Haïti et l'opposition évoque un bilan de 11 tués sur l'ensemble du pays et depuis écoles, commerces et entreprises privées sont restés fermés dans les principales villes suite à un appel à la grève générale lancé par l'opposition. Direction en Afrique, en RDC, en bref, la campagne électorale a officiellement débuté ce jeudi. 3 scrutins doivent se tenir le 23 décembre prochain, présidentielles, législatives et provinciales. Des élections très attendues par les Congolais, mais si la CENI se félicite d'être en train de tout mettre en œuvre conformément à son calendrier pour tenir les délais, de nombreuses incertitudes pèsent encore sur les conditions d'organisation de ces élections, notamment l'absence de consensus autour de la machine à voter. Une partie d'un 21 candidats en lice la rejette, considérant qu'elle n'est ni fiable ni légale. Et alors que la campagne présidentielle démarre en République démocratique du Congo, le pays continue à subir les conséquences de l'épidémie mortelle d'Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a récemment déclaré que les efforts de lutte contre l'épidémie dans la région des Beni, dans l'est du pays, avaient repris après une brève suspension à la suite d'affrontements.
Retour en Europe pour parler d'économie. Bruxelles a rejeté de nouveau le projet du budget de l'Italie et ouvre la voie à des sanctions. La Commission européenne a fait savoir ce mercredi 21 novembre qu'elle allait adopter une procédure disciplinaire contre l'Italie pour dette excessive. Rome pourrait en théorie payer 0,2% de son PIB, quelques 3,4 milliards d'euros. Pour la Commission européenne, un risque existe que l'Italie s'enfonce dans l'instabilité. Dans un rapport publié mercredi, la Commission indique que le gouvernement italien prévoit d'opérer une marche arrière importante sur les réformes structurelles propices à la croissance, en particulier les réformes mises en œuvre par le passé en matière de retraite. Et le président américain Donald Trump a remercié hier et dans un tweet l'Arabie Saoudite pour la baisse du prix du pétrole au lendemain de son soutien sans faille affiché à Riyad, plus qu'un mois après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, critique du pouvoir. Écoutons. Saudi Arabia, if we broke with them, I think your oil prices would go through the roof. L'Arabie Saoudite, si nous rompons avec eux, je pense que les prix du pétrole monteraient en flèche. Je les ai tenus à l'écart. Ils m'ont aidé à les contenir. À l'heure actuelle, les prix du pétrole sont faibles ou relativement bas. J'aimerais les voir descendre encore plus bas. Je pense que c'est une équation très simple pour moi. Il s'agit de rendre sa grandeur à l'Amérique et je mets les intérêts de l'Amérique en premier. Si nous abandonnons l'Arabie Saoudite, ce serait une terrible erreur. Je ne fais pas affaire avec l'Arabie Saoudite. Je ne touche pas d'argent de l'Arabie Saoudite. Je n'ai rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Je m'en fous complètement. Et je vais vous dire, et comme la plupart d'entre vous le savent, être président m'a coûté une fortune. Et ça ne me gêne pas. Je le savais depuis longtemps. Et le cours des barils cotés à New York et à Londres était en effet monté début octobre à leur plus haut niveau en 4 ans. Les investisseurs craignant que les sanctions américaines sur le pétrole iranien ne fassent baisser drastiquement l'offre d'or noir sur le marché mondial pour éviter une éventuelle pénurie, et l'Arabie Saoudite avait, comme la Russie, fortement augmenté ses extractions. On poursuit en Angola 1 an après la victoire de João Lourenço à la présidentielle et sa promesse d'un redressement économique miraculeux. Et les petits commerces n'en ont pas encore récolté les fruits et attendent des réformes plus conséquentes. Le commentaire de Edapé. Faute de bourse de valeur ou de sondage sur le moral des ménages, c'est sur les grands marchés de la capitale Luanda qu'il faut prendre le pôle économique de l'Angola. En plein cœur du quartier de Rangel, celui dit des Congolais bat son plein dans son habituelle débauche de bruit, de couleur ou d'odeur. Mais le cœur n'y est pas. 1 an après l'élection du président João Lourenço, le miracle promis pour sortir le pays de la crise se fait attendre. Le président angolais João Lourenço est au pouvoir depuis 1 an. Il a fait quelques réformes. Il a fait plus sur le plan politique. Sur le plan économique, nous voyons quelques petits changements dans la lutte contre la corruption. Mais même avec cela, nous ne ressentons pas les effets de ces mesures. Victime d'un chômage de masse, la population très pauvre ne survit que grâce au marché noir et au commerce parallèle qui, selon les observateurs, pourrait aujourd'hui concourir jusqu'à 90% de l'activité angolaise. Désespérément en quête de revenus, le gouvernement a décidé début novembre de faire la chasse aux Zunga, ceux qui règnent en maître absolu sur le commerce informel. Ces hommes ont fondu en mars sur les quartiers populaires de Luanda et fermé de nombreuses boutiques illégales, souvent tenues par des étrangers. Malgré les efforts du gouvernement pour contrôler sa dette et l'inflation ou faire revenir les investisseurs étrangers, la prévision reste maussade. Le Fonds monétaire international table sur une nouvelle récession en 2018 de 0,1%. Autre actualité en environnement, des chercheurs québécois se sont engagés à établir le premier bilan carbone des zones inondées par la construction de barrages. Cette recherche vient rendre possible le calcul du volume de ce gaz à effet de serre. C'était à l'occasion de la construction de 4 barrages au nord du golfe du Saint-Laurent, dans la région nord du Québec. Jeudi Djaniali.
Accroupie sur le sol spongieux, la scientifique dépose une petite cloche pour mesurer la respiration de cette tourbière du nord du Québec. Elle espère ainsi dresser le premier bilan carbone des zones inondées par la construction des barrages. C'est pour mesurer l'activité photosynthétique que cet appareil automatisé enregistre toutes les 3 minutes, pendant 6 heures, les rejets de CO2 et de méthane dans cette tourbière. Ces deux gaz sont les principaux gaz à effet de serre dont la surconcentration dans l'atmosphère cause le réchauffement climatique. L'immense forêt boréale canadienne emprisonne plus de 300 milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Or, Michel Garneau affirme que 10 à 13% de cette forêt est couverte par des tourbières, zone humide à forte teneur en matière organique. Les données prélevées par cette paléoécologiste et ses équipes doivent servir au GIEC et à l'avancement des sciences générales en comprenant mieux le bilan des carbones dans les zones naturelles inondées. Ouvrons la page société de notre journal. Depuis quelques jours, une centaine de soldats étaient déployés à Laredo, au Texas, à la frontière mexicaine. Leur mission fixée par Donald Trump, protéger les frontières de l'arrivée de migrants. Mais les échanges avec le Mexique font partie de la vie quotidienne ici et le rôle des soldats est donc limité. Suivons ce reportage. C'est une mission inhabituelle pour ces soldats, déployer des clôtures de barbelés sur leur propre territoire. De l'autre côté du Rio Grande se trouve le Mexique. Ces barrières sont là pour encourager les migrants à traverser la frontière par le pont, qui est l'endroit officiel pour le processus d'entrée aux États-Unis. À la demande de Donald Trump, 5800 soldats américains ont été envoyés à la frontière avec le Mexique. L'objectif, répondre à l'arrivée de groupes de migrants venus d'Amérique centrale. Pour les 1300 soldats déployés ici au Texas, pas de caravane en vue. Les migrants ont choisi Tijuana, à 2000 km de là, à la frontière de la Californie. Mais sur le terrain, les hommes tentent de garder le moral. Je suis content de prêter main forte de toutes les manières possibles. J'y crois, tant que nous aidons les agents aux frontières. Dans ce sens-là, ça me va. Dans la ville de Laredo se trouve le plus grand port commercial terrestre des États-Unis. Ici, les migrations et les échanges entre les deux pays font partie de la vie quotidienne. L'armée ici est ridicule, absolument stupide. Parce que s'ils veulent entrer, ils entreront dans tous les cas. C'est absolument ridicule. À Laredo, les tentatives de passage de la frontière se comptent en centaines, chaque jour. Dans ce centre d'accueil de demandeurs d'asile, une trentaine de migrants reprend des forces. Leur route, souvent dangereuse, a duré des semaines avant de les mener, enfin, aux États-Unis. Notre frontière est très fluide, c'est le cas depuis des siècles et ça continuera de l'être. Je pense que ce qui capte l'attention des gens, c'est les nombres importants d'arrivées, comme la caravane. Et cela rend les gens anxieux, excités, effrayés et ne savent pas comment réagir à ça. Les militaires n'ont pas le droit de mener des opérations de maintien de l'ordre sur le sol américain et ne peuvent donc pas avoir d'interaction directe avec les migrants. Le coût de l'opération, qui doit s'achever le 15 décembre, se chiffrerait à 72 millions de dollars. La Tunisie devrait connaître un nouveau pic d'agitation sociale ce jeudi 22 novembre, avec une grève nationale du secteur public et des rassemblements dans plusieurs villes du pays à l'initiative de la puissante Union générale tunisienne du travail. Objectif de la centrale syndicale, obtenir des hausses de salaire. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a jusqu'ici rejeté ces revendications. Le gouvernement est pris entre les demandes de la rue et les exigences des bailleurs de fonds internationaux qui militent pour un gel des salaires du secteur public afin de réduire le déficit. Selon Noureddine Taboubi, secrétaire général de l'UGTT, les négociations ont échoué parce que la décision souveraine n'est pas entre les mains du gouvernement, mais du Fonds monétaire international. Une bénévole humanitaire italienne a été enlevée dans un village du sud-est du Kenya par un groupe armé qui a ouvert le feu sur les habitants et blessé 5 personnes. 3 enfants figurent parmi ces blessés, dont un âgé de 10 ans a été atteint à un œil. Les blessés ont été conduits dans un hôpital et la police est déployée pour traquer les criminels, poursuit le communiqué.
6 hommes sont venus demander où était l'étrangère. Je leur ai dit qu'elle était allée chercher sa batterie externe et ils ont commencé à s'énerver en disant qu'ils l'avaient vue dans la maison. C'est à ce moment-là que je leur ai montré où elle était. Quand je suis parti dîner, j'ai laissé la jeune femme avec les enfants dans la maison. En revenant, j'ai trouvé quelque chose par terre. Je ne sais pas vraiment ce que c'était juste devant moi. Soudain, ça a explosé et je me suis retrouvé face à un homme armé. La police a mis en garde contre les spéculations liant cet enlèvement aux islamistes somaliens Shebab, responsables ces derniers mois de plusieurs attaques à l'aide d'engins explosifs artisanaux contre les patrouilles de police et de l'armée dans les régions frontalières du nord et de l'est kényane, près de la Somalie. Tout autre chose à présent, admirer les splendeurs de la Rome antique n'est plus un luxe réservé aux visiteurs de la capitale italienne. Les passionnés de l'Antiquité vont pouvoir découvrir à quoi ressemblait Rome en 320 grâce à un projet de réalité virtuelle. Mohamed Koulibaly. Contempler les splendeurs de la Rome antique n'est plus qu'un luxe réservé aux visiteurs de la capitale italienne. Les temples ont ouvert leurs portes au niveau international avec un projet numérique lancé mercredi 21 novembre après des décennies de planification. La tournée Rome Reborn est la première à montrer aux utilisateurs plus de 7000 bâtiments et monuments datant de l'an 320 après Jésus-Christ, ce qui permet à ceux qui possèdent des lunettes de réalité virtuelle ou juste un ordinateur d'explorer plus de 14 km². L'archéologue du numérique Bernard Frischner, directeur du projet, dit avoir eu cette idée pour la première fois en 1974. Il était déterminé à trouver un moyen de faire connaître ces merveilleux monuments au monde, mais la technologie n'existait pas à l'époque. 22 ans après le premier modèle, au fur et à mesure que la technologie évoluait, les utilisateurs peuvent actuellement effectuer un survol de la Rome antique, ainsi que s'arrêter et explorer 2 sites, le Forum romain et la basilique de Maxence et de Constantin, conçus avec l'aide d'une équipe d'archéologues. Le projet porte le nom du secrétaire pape du XVe siècle, Flavio Biondo, qui est le premier documenté à avoir appelé à la reconstruction de la Rome antique. Ce n'est pas le seul projet qui permet aux visiteurs de voir Rome telle qu'elle était sous différents empereurs, mais ceux qui souhaitent explorer le palais Domus Aurea de Néron et les thermes de Caracalla doivent utiliser des lunettes de réalité virtuelle sur leur site. Pour les amoureux du whisky, souvent associé à l'Écosse, à l'Irlande ou au Japon, le whisky devient aussi français et si la production hexagonale reste confidentielle, le nombre de distilleries bondit. Reportage. Dégustation au tonneau pour Éric Cordel. Non, j'aime bien. Hein. Dans son verre, sa première production, un single malt. Il ne lui manque plus qu'un an d'élevage pour porter le nom de whisky. S'il est encore novice, Éric joue déjà avec les goûts grâce à un alambic unique au monde qui distille à basse température. On fait baisser la pression, ça permet au liquide de bouillir et ça va permettre vraiment de cette cuisson, un peu comme de la cuisson lente, de la cuisson four, de la cuisson vapeur, de faire quelque chose d'assez fin, de plein de rondeur et de récupérer des arômes très très proches de la céréale. Comme lui, ils sont une trentaine à avoir commencé à distiller ces dernières années. Un chiffre qui porte à plus de 60 le nombre de distilleries dans l'Hexagone. Le but, un whisky original, 100% français. La définition de whisky français, c'est un whisky qui va être brassé, fermenté, distillé et vieilli en France. Donc de regrouper toutes ces étapes, qui sont des étapes clés, pour avoir un produit vraiment fabriqué en France. Les pionniers de cette démarche, ce sont eux. Warenghem distille depuis 1983. Et en 35 ans, beaucoup de choses ont changé. Le whisky breton a notamment obtenu une indication géographique protégée. Très clairement, hein, avant 2010, le whisky breton, c'est une idée absurde. Et dans la tête des gens, c'est une idée absurde. Au tout début, on s'est complètement adapté au marché. Le marché, c'était 95% de blend vendus en grande distribution. On a fait un blend pour la grande distribution. Clairement, c'était ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, les distilleries ne cessent d'innover. Assemblage, méthode, mais aussi choix des fûts utilisés pour l'élevage du whisky. Résultat, une impressionnante diversité de goûts liée à une tradition bien française, le vin.
Là, on a des fûts de vin de Franche-Comté, parce que c'est un whisky de Franche-Comté, vin de paille, vin jaune. Ici, c'est un whisky qui est assemblé à Cognac, on est plutôt dans des fûts de vin de Sauternes. En haut, des fûts de vin blanc. Bon, voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le savoir-faire du whisky de France s'appuie évidemment sur le savoir-faire de la tonnellerie et des vignerons français, et ça, c'est évidemment très intéressant. Pour ces whiskies, le marché reste à conquérir. C'est le spiritueux préféré des Français et de loin, mais pour l'instant, moins de 1% des 200 millions de bouteilles bues chaque année dans l'Hexagone y sont produites. Et refermons ce journal avec cette information sportive. L'ancien international ivoirien Didier Drogba a confirmé mercredi qu'il mettait un terme à sa carrière à 40 ans après avoir disputé une dernière saison sous le maillot de Phoenix en 2e division américaine. Retour sur sa carrière avec Thierry Nianzou. Cette fois, c'est sûr, on ne reverra plus Didier Drogba sur un terrain de football en tant que joueur. J'aimerais remercier tous les joueurs, coachs, équipes et supporters que j'ai rencontrés et qui ont fait de cette carrière un moment très spécial, a-t-il écrit sur son compte Twitter. L'ancien international ivoirien Didier Drogba a confirmé mercredi qu'il mettait un terme à sa carrière après avoir disputé une dernière saison sous le maillot de Phoenix en 2e division américaine. C'est l'un des meilleurs footballeurs africains de l'histoire et sans doute l'un des 4 ou 5 meilleurs attaquants qu'ait vu naître le continent. Didier Yves Drogba Tebili a donc disputé le dernier match de sa longue carrière professionnelle débutée en 1998 au Mans, le 8 novembre à Louisville, lorsque son équipe, Phoenix, s'est inclinée en finale du championnat des États-Unis de 2e division face à l'équipe locale, 1-0. Il avait rejoint Phoenix, équipe dont il est l'un des actionnaires en 2017, après une saison et demie passée dans l'élite nord-américaine, la MLS avec Montréal de 2015 à 2016. Passé par Le Mans, Guingamp, Marseille en France, Chelsea en Angleterre, la Chine et Galatasaray en Turquie, il a notamment remporté 4 titres de champion d'Angleterre et la Ligue des champions 2012 avec Chelsea, son club de 2004 à 2012 et en 2014. Didier Drogba totalise 65 buts en 104 sélections, le meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui l'a conduite à 3 phases finales de Coupe du Monde, 2006, 2010 et 2014, et à 2 finales perdues de la Coupe d'Afrique des Nations 2006 et 2012. Beaucoup de gens ont du talent, mais seul le travail permet de faire carrière. C'est avec cette citation de Alice Parisot que je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur A12.